Bonjour, donc je m'appelle Jérôme Costil. Je vais vous parler de quelle biomasse peut-on valoriser par autoconversion. Donc je suis un des associés de l'entreprise Mutatech. Quelques mots très rapides. Donc fondée en 2015, nous avons commencé par effectivement travailler en laboratoire, travailler en pilote comme on vient d'expliquer. Et notre projet, effectivement, c'est d'élever des insectes pour valoriser des résidus organiques. Donc, effectivement, le choix de l'Hermesia illucens comme insecte. Et notre objectif, effectivement, c'est la valorisation en nutrition animale. Donc, nous avons un certain nombre de partenaires avec qui nous avons des partenariats forts, voire institutionnels, qui sont donc l'IRD, puisqu'on s'est basé au départ sur les recherches de l'IRD en Indonésie. Nous sommes financés par des aides de l'ADEME et de la région PACA, et nous avons la CED, qui est une entreprise du groupe Veolia, dans le tour de table des investisseurs. Bon, comment ça marche, on l'a déjà dit tout à l'heure. Bon, effectivement, l'objet de l'autoconversion, pour nous, dans notre option, dans notre vision, c'est de valoriser des biomasses résiduelles. Donc, c'est évidemment pas de consommer des produits qui seraient par ailleurs utilisables dans l'alimentation animale directement, pour produire des larves. Et bon, je ne reviens pas sur le cycle qui a été présenté plusieurs fois au cours de la journée. Bon, simplement pour revenir sur 2-3 points, avant de parler des biomasses, c'est d'abord une solution naturelle. Donc effectivement, on a beaucoup reparlé effectivement du biomimétisme, mais effectivement, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On refait quelque chose qui existe déjà dans la nature. Donc pour la valorisation des biodéchets, entre guillemets, ou des substrats résiduels, l'Hermesia illucens, parmi les insectes qui sont autorisés dans l'Union européenne, c'est la seule qui est vraiment adaptée à ça, puisqu'elle a cette fonction-là et qu'elle a une variabilité effectivement des régimes. Je ne reviens pas en détail sur les avantages de cet animal, mais en termes d'abord, c'est très très documenté, donc ça permet effectivement de travailler à partir d'une connaissance bibliographique universitaire déjà assez grande. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est qu'elle a une croissance extrêmement rapide, avec des cycles relativement courts et des taux de croissance qui sont vraiment phénoménaux. Elles ont effectivement, on en reparlera tout à l'heure, et je pense qu'il y aura des communications tout à l'heure, elles ont quand même un effet assainissant sur les substrats et qui empêchent le développement d'un certain nombre de choses. Et puis, en termes de valorisation en alimentation animale, elles ont un intérêt par leur taux en protéines et en graisse. C'est une solution naturelle, mais c'est aussi une solution ancienne, puisque, effectivement, déjà dans les encyclopédies du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle, il est fait mention, alors ce n'était pas la mouche soldat noire, mais c'était déjà effectivement la mention, notamment Olivier de Serres, tout à fait explicitement, la valorisation des déchets, pour le coup c'est des déchets, même des cadavres, pour produire des alimentations pour les volailles et les poissons des viviers. Voilà, donc le modèle, simplement, et j'en viens à peu près au sujet, donc quand on cherche, on a parlé tout à l'heure, Paul Venthomme en parlait ce matin, et Anne vient de le mentionner, les volumes de concentrés protéiques qui seraient nécessaires ou qui seraient appelés par le marché si on arrive à faire quelque chose de correct à des prix compétitifs, c'est des centaines, voire peut-être des millions de tonnes. Donc, il est bon de rappeler un peu les ordres de grandeur. Donc, effectivement, pour une unité, entre guillemets, une tranche de base qui viserait à produire 1 millier de tonnes de concentré protéique, en fonction de la nature des substrats, de leur plus ou moins grande richesse en eau, en éléments nutritifs, on est sur une vingtaine de milliers de tonnes au moins de substrats à l'entrée. Donc, c'est loin d'être anodin. Ce problème des substrats est un problème fondamental, puisque pour produire 1000 tonnes, on a 20 fois plus de volume. Donc, une ferme d'insectes, c'est d'abord, entre guillemets,
une grosse installation de gestion des biomasses et des substrats. Bon, alors effectivement, les opportunités et les enjeux de la filière, on en a parlé ce matin, hein. Bon, c'est la logique de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'effectivement, la logique de ce que nous faisons, c'est d'installer des fermes à proximité des gisements de substrats, hein, puisque ces substrats sont des substances, sont des produits a priori sans valeur économique, donc souvent avec des grosses teneurs en eau, donc ils ne peuvent pas se déplacer loin, hein, donc c'est forcément de l'économie circulaire et locale. Et comme je disais tout à l'heure, effectivement, a priori, en termes de produits à la vente, il n'y a pas tellement, enfin, théoriquement, il n'y a pas de problème de marché, puisque le besoin, il est énorme. Par contre, les nombreux défis auxquels nous avons à faire face, bon, il y en a beaucoup, mais je vais insister sur le dernier. Effectivement, c'est maîtriser la production d'insectes à grande échelle, avec tous les problèmes dont on a parlé, de technologie, de prix, éventuellement de maîtrise de la génétique, etc. etc. Mais donc il s'agit effectivement d'arriver à produire quand même des grosses quantités, des gros volumes à des coûts maîtrisés pour mettre sur le marché, hein. Mais alors donc le sujet aussi important, enfin même fondamental, c'est d'arriver pour faire ça à mobiliser vers la filière de production des insectes des gisements de substrats et organiser leur traçabilité pour garantir le respect de la réglementation et la qualité sanitaire des produits. Alors, quels substrats sont utilisables? Il y a plusieurs critères qui font la sélection des substrats par les futurs exploitants des fermes de larves d'insectes, ou de larves de mouches soldats noirs en tout cas. Il faut d'abord effectivement que ce soit des substrats autorisés par la réglementation. Et effectivement, dans l'Union européenne, nous avons un cadre qui est assez clair, assez contraignant, mais assez clair. Il faut ensuite, deuxième type de critère, que ce soit des substrats assimilables et consommables et habitables pour les larves. Donc je reviendrai après dans le détail sur tous ces critères-là. Il y a ensuite, il faut qu'ils permettent une production de qualité garantie et constante, effectivement, hein, il y a aussi une notion de constance. Et puis, nous sommes sur des process de production de masse, donc il faut quand même que ce soit industrialisable, mécanisable. On ne peut pas imaginer des opérations manuelles, voilà. Donc, notamment, par exemple, il y a le problème du déconditionnement quand c'est des choses qui sont emballées. Alors, en termes de réglementation, donc, je ne rentre pas effectivement dans le détail des différents textes. Les insectes sont considérés comme des animaux d'élevage, et donc là, il y a un certain nombre de règlements de l'Union européenne à respecter. Vous avez les références des textes ici. Et grosso modo, les substrats qui sont autorisés sont pour l'essentiel des substrats d'origine végétale, hein, non issus de poubelles de table, de déchets de cantine ou du commerce. Donc c'est essentiellement dans la pratique des fruits et légumes provenant de centrales de conditionnement ou directement du producteur, ou effectivement de rayons fruits et légumes de grande surface. Et puis, ce sont des coproduits de transformation de produits végétaux, des meuneries, des sucreries, des huileries ou d'industries agroalimentaires, des usines de jus de fruits, des choses de ce genre. Après, il y a également, alors quand on dit d'origine végétale, c'est quand même l'essentiel. Par contre, effectivement, il y a un certain nombre d'ingrédients qui sont théoriquement autorisés. Bon, certains n'offrent aucun intérêt en raison de leur coût et de la disponibilité. Enfin, il n'y a vraiment aucun intérêt à remettre des farines de poisson pour alimenter les larves, ce serait pas logique, hein. Par contre, dans l'ensemble des choses qu'on peut récupérer en termes de substrats entre guillemets biodéchets, il peut y avoir effectivement par exemple dans les... Je pense par exemple à de la boulangerie industrielle. On peut avoir du pain, mais on peut aussi avoir des croissants, des pains au chocolat, des choses comme ça qui contiennent un peu d'œufs et un peu de lait.
Voilà, donc il y a par contre des choses qui sont aussi toujours selon les règlements strictement interdits, avec la liste qui est là, c'est qu'effectivement, bon, les protéines animales transformées, les matières fécales animales, les contenus de l'appareil digestif, et puis, bon, y compris d'ailleurs des substances, y compris des matières premières d'origine végétale, mais qui ont subi des processus industriels, par exemple des extractions de graisse avec des solvants, des choses de ce genre-là, hein, ou des produits d'origine végétaux, mais qui sont issus d'un procédé industriel, par exemple la pharmacie, des choses de ce genre. Voilà. Après, il faut que les substrats conviennent aux larves. Et là, bon, donc en fait, comment dire, c'est sûr que nous utilisons, enfin, le principe de l'antoconversion tel que nous voulons la faire, c'est effectivement d'utiliser des résidus, c'est-à-dire des produits sans valeur. Hein, et donc, effectivement, ça sous-entend que même quand on prend des pommes de chez un producteur invendus, qui sont restés en dehors de chez lui pendant un certain temps, ben on prend des choses qui sont pas jolies, qui sentent pas bon. Voilà. Donc ça, c'est pas un problème. Hein, voilà. Donc effectivement, c'est l'objectif. Par contre, si vous voulez, et c'est un peu le problème quand on parle de ça en termes de recherche de gisement, c'est que les producteurs ont tendance à dire ah ben, je vous donne de tout. Hein, donc ça, on peut prendre, mais on nous propose des déchets végétaux, du bois, des tombes de pelouse. Voilà. Bon, donc il y a quand même un autre critère important, hein, c'est qu'il faut quand même se rappeler que les larves sont des animaux d'élevage et qu'elles ont des exigences et en réalité pas moins d'exigences que des poulets de chair ou des poules pondeuses en réalité. Hein. Donc le substrat doit être nourrissant et assimilable. Hein, donc il faut un minimum de teneur en protéines hein, dans le substrat de départ, en tout cas de teneur en azote. S'il y a zéro protéine, il n'y a pas de croissance. Hein. La larve de la mouche soldat n'est pas un ruminant. Par contre, il ne faut pas non plus trop de protéines, sinon on a, surtout dans un cadre industriel, des dégagements d'ammoniac qui commencent à se produire. Et puis, il faut un équilibre bon, qu'on commence à approcher à peu près à force de faire des essais, des glucides, pas trop de lipides, d'un pH, une salinité à maîtriser, pas de facteurs antinutritionnels, ni évidemment toxiques. Hein. Il y a dans certains substrats, pour éviter la prolifération des mouches, ils mettent des larvicides. Alors effectivement, il faut éviter ça. Bon, plus effectivement, il y a des facteurs éventuellement, on peut imaginer des facteurs au contraire qui favorisent effectivement les performances zootechniques. Mais enfin, il faut bien se rappeler à ça, c'est qu'effectivement, on fait de la valorisation de résidus, mais c'est un élevage, et donc il y a des critères relativement contraignants en termes de qualité. De plus, le substrat doit être habitable, hein, c'est-à-dire que la larve, elle est à la fois c'est à la fois son aliment et son milieu de vie. Hein, donc il faut qu'elle puisse respirer, il faut qu'elle puisse capter de l'oxygène, donc le substrat doit être aéré, poreux, et donc les teneurs en eau, en graisse, en fibres sont optimisées pour une bonne consistance. Et puis un niveau maîtrisé de parasites, c'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien que quand il y a des palox qui restent dehors, il y a des mouches qui vont pondre dedans, donc ça reste admissible dans une certaine proportion. Quoi. Donc il y a aussi une certaine, comment dire, il ne faut pas que ça ait traîné dehors trop longtemps. Voilà. Ensuite, l'autre critère, c'est qu'il faut aussi que ce soit adapté à la technique d'élevage. Hein, c'est-à-dire que l'objectif est bien faire de l'élevage en quantité importante, donc forcément, comme on l'a dit, avec des systèmes mécanisés, robotisés, et donc forcément, ça impose une certaine homogénéité dans l'ensemble des processus, et donc y compris dans les substrats qu'on utilise. Donc il y a à la fois une question de teneur en eau, qui est un paramètre important. Il ne faut pas que ce soit trop sec, hein, puisque quand même la larve dégage de la chaleur et assèche les substrats. Donc quand c'est trop sec au départ,
il faut imaginer rajouter de l'eau dans le cours de processus d'élevage, particulièrement sous certains climats. Par contre, à l'inverse, si on veut valoriser les FRAS en amendement organique, là aussi, il ne faut pas que ce soit trop humide pour pouvoir être commercialisé. Donc là aussi, à l'inverse, à l'arrivée du processus, il faut qu'on soit à peu près au moins à 50% d'humidité. Donc, en fonction de tout ça, des technologies d'élevage, d'engraissement, soit on fonctionne par voie sèche, soit on fonctionne par voie humide, mais en fonction de ça, si vous voulez, on a une exigence de teneur en eau. Voilà, grosso modo, vous avez vu un palox de fruits, là, c'est très difficile de travailler que avec les fruits, parce que ça n'est que 10% de matière sèche, des pommes. Donc, et de toute façon, l'eau n'est pas transformable en protéines et en graisses, donc si on veut pas avoir à manipuler des tonnes et des tonnes, il faut quand même avoir un gisement dans lequel on peut permettre d'avoir quelque chose qui soit un peu plus riche en matière sèche. Voilà. Et puis effectivement, il y a aussi une question pour l'industrialisation de consistance et de granulométrie. Les substrats sont transférables par pompage ou par tapis ou par vis. Donc ça dépend un petit peu de ce qu'on choisit, mais une fois qu'on a choisi une façon de faire, il faut effectivement avoir des substrats qui rentrent un peu dans les critères qui permettent de faire fonctionner les machines. Enfin, et last but not least, les substrats doivent être sans risque pour le personnel, pour l'environnement et la qualité des produits finis. Et donc là, j'ai Christophe Trespech, un collègue qui va vous parler de ça tout à l'heure. Nous avons engagé un programme très important de travail sur ces questions-là, qui a reçu un financement de l'ADEME, le programme Certifly, et qui vise justement à faire un peu l'analyse des risques sanitaires et définir un peu les procédures et les moyens de contrôle. Mais grosso modo, je dirais qu'il faut... il y a un certain nombre de facteurs de risque pour l'environnement, pour le personnel et pour les produits finis qui vont passer du substrat à la larve, voire au concentré protéique, sans subir ni d'altération, ni de transformation, ni d'atténuation. Et dans ce cas-là, on peut par contre penser aux métaux lourds, à certains pesticides. Et dans ce cas-là, c'est bien par un contrôle sur les substrats à l'entrée qu'on va garantir qu'on n'a rien à la sortie. Et par contre, il y a d'autres qualités toxiques ou éléments toxiques ou en tout cas pathogènes qui, au contraire, l'élevage de la larve elle-même va provoquer des changements. Par exemple, sur la bactériologie ou sur un certain nombre de toxines. Donc voilà, donc là-dessus, en fonction des différents paramètres, il faut qu'on sache ce qui se passe, et ce qui veut dire qu'effectivement, il y a, en termes de choix et de sélection des substrats, il y a une étape très importante qui est la traçabilité. Et donc ça, les grands principes, c'est un petit peu comme dans l'ensemble des domaines. Il faut connaître les producteurs. Là, on se rapproche un petit peu effectivement de ce qui peut se passer en termes de gestion des déchets d'une façon un peu plus large. Effectivement, il faut très bien connaître le producteur, connaître son processus de production pour identifier avec lui là où il y a effectivement des risques. Donc on ne prend pas un substrat sans connaître le producteur et son procédé et son processus de production. Ensuite, il faut faire des analyses d'acceptation préalables avant de s'engager avec un producteur à prendre ces substrats. Et puis une fois qu'on s'est engagé, qu'on a vérifié que tout est bon en termes de paramètres, pendant la période d'exploitation, effectivement, il faut des contrôles périodiques sur les différents lots pour vérifier qu'on est toujours conforme voilà. Après, il y a cette question de contrôle de la traçabilité sur des paramètres à définir. Et puis, il y a effectivement les effets de la transformation. Mais ça, on sort un petit peu de l'aspect contrôle des substrats. Mais enfin, Christophe Trespech en parlera tout à l'heure. Voilà. Donc, en résumé, quels substrats sont valorisables? Pour ce qui est de l'Europe, effectivement, nous, à partir du moment où on part du principe qu'on va essayer de donner une valeur à des produits qui n'en ont plus, voire de se faire payer pour les retraités, pour certains, il faut effectivement essayer de minimiser, d'optimiser la recette, comme l'a dit Anne tout à l'heure,
C'est particulièrement le cas en Europe, c'est moins le cas dans des endroits où on peut effectivement travailler avec un seul substrat qui convient parfaitement en termes de composition à l'élevage de la larve sur des grosses quantités. Mais quand on est sur des résidus comme ça, on est obligé effectivement de se constituer à une recette à partir de substrats différents qui n'ont peut-être pas, dont les quantités dans le gisement ne sont pas forcément suffisantes. Donc on est obligé d'avoir plusieurs ingrédients et puis de faire des assemblages. Donc en fonction des caractéristiques nutritives et les paramètres qu'on va regarder dans un premier temps, c'est les paramètres qu'on regarde dans tout élevage. Et on va faire un certain nombre d'assemblages en fonction de ce qu'il y a dans le gisement et de l'objectif de qualité du substrat qu'on veut obtenir. Sur ces paramètres-là, bon, il y a un certain nombre d'autres paramètres évidemment qui ne sont pas là. Il y a aussi le coût de la ration, comme dans n'importe quel élevage. Et il y a un certain nombre d'autres paramètres, je dirais, je dirais de nature sur l'incidence sur les procédés industriels ou sur les facteurs de croissance. Voilà, donc on fait effectivement, on optimise le coût de revient de la ration, et l'objectif effectivement de tout ce qu'on fait, et c'est notre principe, c'est on va essayer d'éviter la compétition avec les substrats qui sont utilisables, ou les coproduits qui sont utilisables ou déjà utilisés en alimentation animale, pour deux raisons, un peu pour une raison de principe, et puis aussi pour une raison économique, puisque c'est des substrats qu'il faut acheter. Voilà. Ça passe, le fait de voir une recette constante dans le temps, ça passe forcément dans l'installation par du stockage, du mélange, voire des préfermentations, pour se refaire la recette idéale. Voilà, je vous remercie. Une ou deux questions? Bonjour, Stéphane Ballas, Ovalie Innovation. Est-ce que vous n'avez pas peur de rentrer en concurrence avec la méthanisation, par exemple, sachant que c'est un des piliers des objectifs énergétiques 2030-2050 de la France? Il ne faut pas se voiler la face, oui, on utilise certaines biomasses qui sont méthanisables, absolument. Alors par contre, on n'utilise pas l'ensemble des biomasses qui sont méthanisables, puisqu'on n'utilise pas notamment les lisiers, des choses comme ça. Mais effectivement, sur certaines biomasses, on peut utiliser les mêmes que celles qui sont méthanisables. Donc ça dépend des gisements, de là où sont implantés les méthaniseurs, et puis ça dépend aussi de la valorisation. Nous, on fait une valorisation en matière, on peut dire ça comme ça. Et du coup, si vous êtes en concurrence, j'imagine que le prix de la matière première, ou du déchet en l'occurrence, va augmenter. Du coup, peut-être un problème après au niveau de la rentabilité économique des élevages, ou pas? Après, il faut faire un mix. On pilote l'installation justement pour... voilà, bien sûr. Oui, donc vous avez dit que vous faites le possible pour éviter qu'il y avait des bactéries pathogènes humains dans la fin du produit. Quel est le procédé chauffage, séchage? Parce que les températures, on n'en parle pas. C'est quoi? Mon objectif n'était pas de parler de ça aujourd'hui. Enfin, c'est Christophe, le collègue, qui va vous parler de ça. Moi, effectivement, j'avais axé sur la sélection des substrats. Alors effectivement, on regarde la présence de germes pathogènes dans les substrats, évidemment on le contrôle. Par contre, effectivement, on ne peut pas sélectionner des substrats qui n'en comportent pas, parce que ce n'est pas possible. Par contre, effectivement, on vérifie qu'effectivement, à la fin, on est propre, avec différentes méthodes qui vous seront exposées. Eh bien, merci. Bon.